Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 13 au Bénin. Provisoirement, 8 partis politiques seront dans la compétition pour siéger à la prochaine législature de l'Assemblée nationale ce mercredi dernier, jour du dépôt des déclarations des candidatures à la Sénat. Ces partis sont allés faire des formalités nécessaires. En attendant la suite à donner à leur dossier, certains partis ont reçu le récépissé provisoire. Ensuite, supposée présence des groupes armés à Kandi dans le département de la Liborie. Les citoyens désapprouvent cette information relayée par les réseaux sociaux dans les écoles et les marchés. Le calme hier, les populations vaquent paisiblement à leurs différentes occupations. À suivre dans ce 13 européen, la quiétude qui prévaut à Kandi. Et puis enfin, l'association Alpha Tarka et la mairie de Dougou sont toujours préoccupés par le bien-être des couches défavorisées du septentrion à la faveur d'une cérémonie fort simple qui a mobilisé les personnes de différentes couches sociales à la place d'indépendance de Dougou. Les deux donateurs ont remis des enveloppes financières aux handicapés du septentrion, des mini-boutiques aux femmes démunies et des machines à coudre aux couturières en fin de formation. Et voilà pour le sommaire de ce 13 Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez direction la Sénat, élection de 8 janvier 2023. Provisoirement, 8 partis politiques seront dans la compétition pour siéger à la prochaine législature de l'Assemblée nationale ce mercredi. Dernier jour des dépôts, des déclarations, des candidatures à la Sénat. Ces partis sont allés faire des formalités nécessaires. En attendant la suite à donner à leur dossier, certains partis ont reçu le récépissé provisoire. Je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari, Moufi de Sagboran, les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti du bloc républicain, et l'honorable Orden Aladati, membre de la délégation de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous venons au nom du bloc républicain d'accomplir une des formalités clés du processus électoral qui est de déposer le dossier de nos candidats. Et je suis heureux donc d'être ici avec de nombreux camarades qui nous ont aidés donc à accomplir cette formalité. Les dossiers ont été déposés et bien rangés. Je veux d'abord souligner que nous sommes allés au-delà de l'obligation légale concernant la présence des femmes sur notre liste. Vous savez que le bloc républicain a des engagements internes. Nous avons tout fait pour accomplir et pour rester dans les limites de cet engagement. Notre liste comprend donc près de 28% de femmes. De la même manière, nous avons tout fait pour que les jeunes se sentent représentés dans cette liste. Et cette liste comprend près de 45% de jeunes. Je veux me féliciter de ces indicateurs qui montrent qu'effectivement le bloc républicain peut se targuer d'être le parti des jeunes et le parti des femmes. Nous voyons qu'il y a du sérieux dans l'organisation et donc ça nous laisse à présager de la bonne suite du processus. Voilà. Donc nous sommes venus avec le dossier de l'Union progressiste Le Renouveau. Et là, nous sommes en train d'achever le contrôle de nos pièces. Nous avons déposé un dossier très propre. Malheureusement, quelques soucis dans l'administration ont fait que les quitus fiscaux, par exemple, nous n'avons pas pu tout avoir. Bon, ça n'empêche pas à cette étape-là le dossier d'être validé. Donc ce dossier est propre en attendant que l'administration continue de se plier en quatre pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n'avons pas reçus. Il y a quelques papiers au niveau de l'ANIP, les CIP, de quelques-uns de nos candidats. Nous allons nous plier en quatre avec l'administration aussi de l'ANIP pour que ces papiers-là nous parviennent dans les délais afin que nous puissions compléter ces éléments absents dans notre dossier.
Nous restons toujours à la Sénat. En plus du parti Foscori.Bénin émergent, deux autres partis de l'opposition ont marqué leur présence dans la soirée de ce mercredi à la Sénat pour exprimer leur détermination à participer aux prochaines élections, malgré les difficultés d'obtention de quelques pièces pour la constitution de leur dossier. L'opposition veut compter sur la bonne foi des responsables de la Sénat dans leur travail de traitement des dossiers. Ceci pour changer l'image de l'Assemblée nationale et soigner la démocratie béninoise, une position exprimée par la voix du président du mouvement populaire de libération Expérience Tébé, que je vous invite à suivre. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés que ce pouvoir mettra sur nos routes, nous allons les traverser et participer de façon effective à ces législatives. Et c'est le premier pas que nous venons de poser ce soir. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits. Nous sommes prêts et nous tenons à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de ce que aucune manœuvre d'exclusion, d'où qu'elle vienne, ne sera tolérée cette fois-ci par nous et nos militants. Nous voulons simplement que le jeu se fasse en toute transparence, comme nous le voyons ailleurs, qu'on nous laisse participer aux élections. C'est ce que veut le peuple pour que la prochaine Assemblée nationale soit réellement une émanation du peuple béninois. Et puis le Foscori.Bénin émergent était bien entendu cet après-midi à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de leur candidature dans le cadre des élections de janvier 2023. C'est le premier parti politique à se manifester depuis le lancement le 28 octobre dernier. Voici les images. Paul Humpé, Idrissou Bako et El Farouk Soumanou à la tête d'une délégation des Foscori.Bénin émergents à l'entrée de la Commission électorale nationale autonome. Il est environ 12h30 ce mercredi 2 novembre 2022, dernier jour du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Ils sont accueillis ici par le président de la Sénat et c'est déjà la première étape du processus d'enregistrement. Direction la salle de vérification du mandat et d'enregistrement du parti dans le registre de l'ordre d'arrivée. À ce niveau, c'est la branche technique de la Sénat avec à sa tête le directeur général des élections qui conduit les opérations. Il explique la procédure aux responsables du parti. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Nous sommes prêts. La délégation se rend ensuite dans la salle de traitement avec la cantine contenant les dossiers de candidature des FCBE. Après plus de 3h30, Paul Humpé sort avec le récépissé provisoire. À notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Les dossiers ont été vérifiés, circonscription par circonscription d'abord, et dossier ordinaire et dossier des femmes. Et puis les agents sont rentrés à l'intérieur de chaque circonscription à compter, et ils ont compté donc les différents dossiers les individuels et puis les différentes pièces. Donc je crois que le logiciel qui a été installé dans les différentes chapelles politiques ont aidé à véritablement contrôler les qualités des différentes pièces et surtout la complétude. Et donc je crois que c'est avec satisfaction que le travail a été fait et surtout que la main nous a été donnée donc de bien contrôler en amont.
Et puis justement, avant l'arrivée des partis politiques en l'image, la Commission électorale nationale autonome a reçu dans la matinée les membres de la Cour constitutionnelle avec à sa tête son président. But de la visite, inspecter les dispositions mises en place pour la réception des dossiers des candidatures dans le cadre des élections du 8 janvier 2023. Comme vous pouvez le constater sur les images à leur arrivée, les membres de la Cour ont eu un échange avec le Conseil électoral et les responsables de la Direction générale des élections, un tête-à-tête au cours duquel la Sénat a expliqué le processus d'enregistrement des candidatures à la Sénat. S'en est suivi la visite des lieux. Suivez ici les propos du président de la Sénat au sujet de la visite. Il est suivi par le président de la Cour. Le 31 octobre dernier, la Cour constitutionnelle nous a adressé un courrier pour demander une visite d'inspection pour voir les mesures prises par la Sénat dans le cadre de la réception des dossiers des partis politiques. Aujourd'hui, 2 novembre à 11 h. C'est dans ce cadre qu'on vous reçoit ici. Notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle. Dans les rapports que la Sénat entretient et avec que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat, et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme de dépôt de candidature par les partis politiques et se rendre compte que tout se passe tel que cela devrait se passer. Voilà. Et puis, qu'en est-il alors du processus pour les dépôts de candidatures? Il faut noter que la Sénat a innové avec une touche informatique afin de faciliter l'enregistrement aux différents partis politiques. Le processus en lui-même se déroule en 3 étapes, à savoir l'accueil à l'entrée de la Sénat, l'enregistrement dans le registre d'arrivée et les traitements des dossiers. Et suivez ici le directeur des opérations qui nous explique le processus. En prélude à la réception des candidatures, la Sénat a proposé aux partis politiques une solution informatique pour les aider à confectionner leur dossier leur déclaration de candidature. Laquelle solution leur permet de faire des contrôles croisés pour éviter des doublons au niveau de la même liste, pour vérifier que des candidats sont éligibles, pour vérifier que des candidats ne soient pas frappés par des critères d'âge, etc. Donc, les partis politiques qui ont manifesté le besoin se sont vus installer cette solution au niveau de leur parti. Dès qu'ils arrivent, quelle sera la procédure? Au niveau de la guérite, les agents, les forces de l'ordre vont les accueillir et les conduire vers ce chapiteau qui est le chapiteau d'accueil. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. C'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donnent accès aux différentes salles de traitement. Nous avons 3 salles de traitement. Et donc nous avons 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme. Donc 5 binômes par équipe. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe. Lorsque le candidat est arrivé ici, que le mandat a été vérifié, qu'il s'est enregistré dans ce registre d'ordre d'arrivée, on le conduit maintenant vers l'une des 3 salles de traitement. Une fois qu'il arrive dans la salle, quelle est la procédure? Première étape. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique.
Et donc, deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la troisième condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsqu'il a satisfait ces trois conditions, nous commençons à prêter son récépissé provisoire et nous commençons à connaître des pièces qu'il y a à l'intérieur maintenant de chaque dossier pour lui générer les observations. Donc lesquelles observations seront agrafées à ce récépissé provisoire que nous allons lui délivrer. Je vous l'annonçais en titre au sujet de la supposée présence des groupes armés à Kandi dans le département de la Liborie. Des citoyens désapprouvent cette information relayée par les réseaux sociaux dans les écoles et les marchés. Le calme hier, les populations vaquent librement et surtout paisiblement à leurs différentes occupations. Découvrons ensemble dans ce reportage la quiétude qui prévaut à Kandi. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, en ce début de semaine, la population vaque librement à ses occupations. L'affiche d'une menace placardée à l'école urbaine centre de Kandi et relayée par les réseaux sociaux ne vise qu'à entretenir une certaine psychose. Les menaces, en vérité, n'ont pas eu d'impact sur le déroulement normal des cours dans les classes. Depuis ce jour, l'école est sécurisée. Les militaires sont là, ils travaillent en collaboration avec la police républicaine. Ici, comme au CG1 Kandi, il n'y a jamais eu cessation des activités scolaires. Les programmes sont exécutés par des enseignants qui restent sereins grâce à la présence des forces de défense et de sécurité déployées par le gouvernement. Nous n'avons pas peur puisque nous avons mis les dispositions pour que s'il doit y avoir quelque chose d'attaque, nous on va derrière le portail, vous allez voir, le portail est fermé. Nous vaquons, depuis qu'il y a eu l'alerte là, nous vaquons à nos préoccupations. Je crois que la psychose qu'on voudrait dans notre pays, il faut dire aux uns aux autres que d'être serein et d'avoir confiance à la promptitude de forces de sécurité. Au grand marché de la ville, quiétude totale des femmes. Moi je suis au marché, tout le monde est ouvert. On vend et on achète. Mais on n'a jamais vu ça d'abord. Mais on entend ça ailleurs, mais on n'a pas vu ça à Kandi. Il n'y a rien, on entend ça ailleurs. Vers Niamey, Bouchina, mais vers Kandi ici, on n'a jamais appris un câble. À Kandi ici, chaque jour, tout on ouvre les marchés. Regarde, même samedi, dimanche là, tu vas voir, on n'ouvre pas marché. Nous, c'est ici, on ouvre les marchés. Toujours, on mange le marché de Kandi. Moi, je vois que c'est des rumeurs. Il n'y a rien qui soit fondé. Donc c'est des rumeurs du côté de gauche à droite. Ici à Kandi, nous constatons que le marché s'anime bien. Tout le monde y entre et sort quand il veut. Et entre-temps, nous avons entendu des rumeurs soi-disant que les djihadistes sont entrés dans notre territoire. Ici, Kandi, on n'a pas fait la remarque de ces djihadistes-là. Une synergie d'action est remarquable entre forces de sécurité et élus locaux. Ici à Kandi, on est en paix. Il n'y a rien. On entend les rumeurs et les intoxications que les gens font dans les réseaux sociaux. C'est des fausses informations. Les gens disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés. Mais non, on est en paix ici. Les écoles sont ouvertes, le marché. Vous pouvez même faire des déplacements, aller dans le marché, aller voir si le marché s'anime. Tu passes dans la route, tu vois le corridor. Dans des petits villages, les policiers, ils font leur effort. Ils sont dans les bourses partout. Dans tous les petits villages, tu les vois avec des motos, ils sont en train de circuler. Comme vous venez de le constater, je viens du champ tout à l'heure et mon champ est frontalier avec la commune de Karimama. Et tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème de djihadistes dans mon arrondissement. Hier, par exemple, j'étais dehors jusqu'à 1h du matin. Nous, on est sur le terrain. À chaque moment qu'on dit, on cherche à vérifier. Et jusque-là, on n'a pas eu d'indices ou bien de traces de djihadistes ici. Les populations de la cité des Saka et Kandisouno démentent les rumeurs entretenues et disent être rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité.
L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers renoue avec ses traditionnelles consultations médicales foraines et cette année, l'opération se fait dans le département du Koufo au profit des populations des zones frontalières. Pendant une semaine, ces populations seront consultées pour le traitement de maladies éventuelles. Ces consultations médicales foraines ont été officiellement lancées lundi dernier. Reportage. À Tomé, localité située dans la commune d'Aplahoué frontalière avec le Togo. Dans la matinée de ce lundi 31 octobre 2022, des populations défilent devant des agents de santé pour se faire consulter. Il s'agit des traditionnelles consultations médicales foraines initiées par l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Une opération conçue avec la Société béninoise de médecine interne et qui habituellement offre aux populations des services sociaux. L'une des innovations cette année, c'est la prise en charge des maladies cancéreuses, notamment le cancer du sein et du col de l'utérus. On va faire des prélèvements au niveau de ces personnes-là pour faire des analyses et confirmer si effectivement il y a un cancer ou pas. Et s'il y a un cancer, la BJF et la Société béninoise de médecine interne ont prévu que si ces patients devaient recevoir de la chimiothérapie, les 3 premières cures de cette chimiothérapie vont être prises en charge gratuitement. Bien d'autres pathologies telles que les hépatites et autres maladies de sang seront aussi prises en compte au cours de ces consultations. En somme, rapprocher des populations des zones frontalières des soins de santé de spécialité pour le traitement des pathologies. Voilà un axe sur lequel il faut véritablement faire une certaine dynamique. Parce que nos populations frontalières sont tellement confrontées à un certain nombre de choses qui les amènent à voir de l'autre côté. C'est-à-dire que dès que vous n'avez pas le minimum au niveau des localités frontalières, ça amène nos populations à vouloir se tourner vers les pays voisins. Par cette temps d'insécurité symbolisée surtout par l'extrémisme violent, les organisateurs de ces consultations entendent éviter aux populations toute rencontre avec des vendeurs d'illusions. Si les gens se portent bien, ils n'auront pas à écouter ceux-là qui sont là pour semer des troubles à l'ordre public. Si vous êtes bien développé, vous n'avez pas de problème. Vous allez vous contenter de ce que vous avez et donc travailler pour le bien de la communauté. Chère population, je vous invite à faire confiance au corps médical qui, je n'en doute point, saura vous donner le sourire par une prise en charge gratuite à travers les diverses analyses et les médicaments appropriés. Ces consultations médicales foraines reviennent après une période de suspension occasionnée par la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Elle dure une semaine. La BJF tient ainsi le pari de l'offre de services sociaux de base aux Béninois vivant dans les espaces dont elle a la charge. L'association Alphataka et la mairie de Djougou sont toujours préoccupés par le bien-être des couches défavorisées du Septentrion à la faveur d'une cérémonie fort simple qui a mobilisé les personnes de différentes couches sociales à la place d'indépendants de Djougou. Les 2 donateurs ont remis des enveloppes financières aux handicapés du Septentrion, des mini-boutiques aux femmes démunies et des machines à coudre, bien entendu, aux couturiers en fin de formation. La cérémonie qui s'est déroulée mardi dernier a connu la présence de l'autorité communale et le président de l'association Alphataka. Voici les images. C'est une série d'œuvres sociales et humanitaires faites par l'association Alphataka et la mairie de Djougou. À travers cette cérémonie tripartite, elles ont gracieusement offert des machines à coudre aux femmes en fin de formation, distribuer des enveloppes financières aux handicapés du Septentrion et enfin, doter les femmes des mini-boutiques équipées de marchandises. Composé de machines à coudre de nouvelle génération et de mini-boutiques de divers, cet appui permettra aux femmes rurales ici présentes de se maintenir aux côtés de leurs maris et leurs enfants dans leurs villages respectifs. De plus, une enveloppe financière de 80 000 francs CFA
permettra aussi à chaque handicapé ici présent de renforcer son activité génératrice de revenus afin que la mendicité soit conjuguée au passé dans leur quotidien. Il faudrait que ce que nous posons comme acte aujourd'hui puisse baliser le terrain pour que ces personnes puissent quitter la pauvreté. Mais si ceux qui reçoivent aujourd'hui ne quittent pas la pauvreté, il nous sera difficile demain de pouvoir donner à d'autres. Donc je veux que nous prenions un engagement devant la commune, devant les donateurs, devant l'ONG et devant les responsables religieux pour dire que tous ensemble, nous prenons bonne conscience des efforts qu'ils font et que leurs quêtes aboutiront sur les horizons qui feront reculer la pauvreté dans la commune de Djougou. Ces actions sociales s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assistance aux couches défavorisées et l'autonomisation des femmes. Un programme élaboré par cette association humanitaire sous la direction de la mairie de Djougou avec l'appui financier de l'ONG Al-Hidayah de Koweït. Nous souhaitons aux bénéficiaires un bon usage et profitons de cette occasion pour remercier notre partenaire de tous les jours, Al-Hidayah de Koweït. Les sacrifices et les efforts consentis pour un réel décollage de Djougou sont salués par le représentant de la directrice départementale des affaires sociales d'Onga. Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est toujours informée de ce qui s'est passé ici à Djougou par rapport aux actions OG. Nous ne voulons plus que nos sœurs, nos filles aillent travailler au Nigeria. Nous voulons que vous puissiez rester ici, travailler et avoir quelque chose pour vous occuper de vos enfants pour qu'ils aillent à l'école. L'engagement de la mairie de Djougou et l'association Alpha Taka est constant. Elles se battent au quotidien et autant que faire se peut pour améliorer significativement les conditions de vie des populations à la base. Avant de prendre congé de vous, soirée network sur l'investissement dans les startups au Bénin et dans la sous-région. L'événement s'est déroulé ce mercredi à Cotonou et a mobilisé plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont eu le privilège de présenter leurs différents produits. Un réseau d'accompagnement des startups leur a été également présenté. Voici le reportage. À ce rendez-vous d'échange, plusieurs investisseurs venus découvrir des startups en vue d'un accompagnement technique et même financier. Une soirée network qui a permis à ces jeunes entrepreneurs de présenter les solutions qu'ils proposent à différents problèmes dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, l'événementiel et bien d'autres. Je suis vraiment satisfait d'avoir ce public devant moi ce soir. Ce public qui a pu écouter, qui a pu entendre ce que je fais. Je dirais pas ce que je suis, mais ce que je fais. Et ce que je suis en mesure de faire pour mon pays. C'est l'occasion pour ces jeunes entrepreneurs de découvrir Biban, entendez, Benin Business Angel Network, un réseau qui contribue à l'élargissement du champ d'action des startups. Le Biban en général, ce n'est pas nécessairement l'argent au départ, mais c'est surtout l'accompagnement. Parce que vous savez, lorsque vous êtes une startup, ce n'est pas l'argent qui est l'essentiel. L'essentiel est peut-être ailleurs. L'essentiel est déjà dans la vision que vous avez de votre projet. L'essentiel, c'est déjà la façon dont vous avez de maîtriser le marché, n'est-ce pas, de vendre un peu votre produit et donc de gérer tout ceci. Donc, en tout, un entrepreneur, vous voyez. L'agence de développement belge Enabel constitue un soutien de taille pour les initiateurs de cette rencontre. Félicitations au Biban, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous parce qu'on est convaincus et je pense que tout le monde ici le sait, les enjeux de financement sont un des éléments essentiels et souvent discutés dans nos écosystèmes, d'autant plus au Bénin où il y a énormément d'attentes par rapport à cela et avoir ce réseau d'investisseurs, d'entrepreneurs, il faut le dire, privés qui s'engagent au quotidien des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, à apporter des capitaux, du financement, mais pas que, à apporter leur réseau et leur expertise. Pour nous, c'est une des solutions clés et essentielles pour le type d'entrepreneurs béninois que nous côtoyons au quotidien tous. Le gouvernement a mis en place une agence qui s'appelle l'Agence de développement des PME, qui va être le nouveau répondant, le guichet unique d'accompagnement des PME.
Et quand on a dans un écosystème une agence de ce genre-là qui est sous la tutelle du ministère des PME, qu'on a à côté des regroupements d'acteurs privés qui mettent également à disposition de ces chefs d'entreprise des outils, des moyens, c'est un très bon signal qui est envoyé. Et c'est d'autant plus intéressant quand on se rend compte que les membres de ce regroupement sont des acteurs de la diaspora, parce qu'on sait tous que ces acteurs-là sont moins frileux à accompagner des entreprises, voire à perte. Plusieurs startups retiennent déjà l'attention des investisseurs. Un moment de réseautage a mis fin à la séance. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes juste après moi à 14h, suivi en nouvelle diffusion, votre émission Canal Enquête, et puis à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.